2014. L'État islamique surgit et impose une terreur planétaire inédite. Mais derrière les drapeaux noirs et les exécutions publiques, une autre réalité se cache. Pourquoi les épouses des chefs de l'organisation sont-elles devenues des cibles? La réponse est brutale. Le groupe a fini par dévorer ses propres membres. Certaines femmes ont été exécutées par l'organisation qu'elles servaient autrefois avec fanatisme. À l'image, des caméras cachées filment l'intérieur du califat. On voit des rues désertes, des patrouilles armées et des visages dissimulés. Ces séquences révèlent un monde de violence systématique. Ce n'était pas seulement la guerre, c'était un système d'oppression totale qui a choqué les services de renseignement du monde entier. Mais cette machine de mort n'est pas apparue par magie. Le terrain était prêt depuis longtemps. Tout commence en l'an 2003, avec l'invasion de l'Irak par les forces américaines. En quelques jours, l'État irakien s'effondre totalement. Les ministères ferment, les archives brûlent. Le choc est immédiat. L'armée est dissoute par décret. La police nationale s'évapore dans la nature. Des centaines de milliers de soldats se retrouvent à la rue avec leurs armes, mais sans solde et sans avenir. Des millions de civils perdent toute protection. L'économie s'arrête net. Plus de travail, plus de sécurité, plus d'ordre. La violence devient la seule monnaie d'échange. Le quotidien se résume aux explosions et aux tirs de snipers. Les attentats à la bombe ravagent les marchés de Bagdad. Les enlèvements se multiplient à Falloujah. Les meurtres de masse ensanglantent Ramadi. Le bruit des détonations remplace celui du trafic urbain. Dans ce vide absolu, des groupes armés surgissent de l'ombre. Ils ne proposent pas la paix, ils imposent leur loi. Leur promesse est simple, ramener l'ordre par la force brute. C'était le début de l'engrenage. L'histoire ne pouvait plus reculer. L'année 2004 marque un tournant. Abou Musab al-Zarqawi prend la tête d'un groupe radical. Son réseau prend rapidement un nom qui va terrifier le monde. Al-Qaïda en Irak. Pourquoi ce groupe était-il différent des autres? La réponse tient en un mot, la brutalité. Zarqawi dépasse toutes les limites connues par les autres factions armées de l'époque. Juin 2006, une frappe aérienne américaine élimine Zarqawi. Mais l'organisation ne s'effondre pas, elle mute. En octobre 2006, le groupe change de nom et devient l'État islamique d'Irak. Ce nouveau nom est un signal. Le groupe ne veut plus seulement combattre dans l'ombre, il veut gouverner un territoire. À l'image, des cartes sont redessinées, des drapeaux noirs sont plantés. Dès le départ, le contrôle total est la priorité absolue. Les combattants sont surveillés en permanence, la loyauté est testée chaque jour. Les familles sont intégrées de force dans ce système de surveillance. Les femmes de combattants perdent toute existence privée. Elles deviennent une extension de leur mari. Si une femme commet une erreur, l'homme est responsable. Si l'homme échoue, toute la famille paie. Une seule faute peut entraîner un châtiment immédiat pour les enfants et l'épouse. À première vue, un groupe de combattants. Mais en réalité, une machine bureaucratique de terreur. Ce système rigide prépare le terrain pour la suite. Avril 2010. Abou Bakr al-Baghdadi prend le commandement après la mort des anciens chefs. À ce moment-là, le groupe est au plus bas. Les raids et les arrestations ont décimé les rangs. La situation a empiré. Mais Baghdadi agit en silence. Il reconstruit les structures dans l'ombre. Il évite l'attention des services de renseignement et se concentre sur une seule chose, la fidélité absolue. Pour lui, le danger n'est pas à l'extérieur. L'ennemi, c'est le traître infiltré. À cause de cette paranoïa, les punitions deviennent encore plus strictes. La confiance disparaît totalement. Sur les documents internes, on voit « chaque membre est fiché, chaque mouvement est consigné ». La moindre erreur de jugement conduit à une exécution. La peur devient le seul ciment de l'organisation. L'erreur était interdite. Ainsi s'est mise en place la structure du futur califat. 22 juillet 2012. À cette date, Abou Bakr al-Baghdadi change de dimension. La peur ne se limite plus au champ de bataille, elle entre dans les foyers. Les épouses des commandants deviennent des cibles de surveillance. Pourquoi surveiller sa propre famille? Elles vivent au plus près des secrets. Elles connaissent les planques, les mouvements de fond et l'identité des visiteurs nocturnes. La confiance n'existe pas. À l'image, des femmes escortées en permanence. Elles ne sont jamais seules. Les familles sont déplacées d'une planque à l'autre sans aucun préavis. Les téléphones sont confisqués ou fouillés chaque soir. Les lettres sont ouvertes, les messages sont interceptés. L'organisation recrute même parmi les voisins. Leur mission, rapporter le moindre bruit suspect à l'intérieur des murs. La règle est simple, ne rien dire, ne rien remarquer. Poser une question ou exprimer un doute équivaut à une sentence.
La punition tombe vite. Certaines femmes subissent des interrogatoires brutaux parce que leur mari est soupçonné de trahison. D'autres paient pour l'échec d'une mission militaire. La terreur devient une routine domestique. Mais ce n'était que le début. La guerre en Syrie offre une opportunité historique à Bagdadi. Le chaos frontalier ouvre une brèche. Les combattants franchissent la frontière sans résistance. Les familles reçoivent l'ordre de suivre. On leur promet la sécurité et une vie pieuse. La propagande vend un paradis. À première vue, un projet de société. Mais en réalité, un piège mortel. Une fois sur place, le piège se referme. Les mouvements sont interdits. Les règles deviennent drastiques. Les maisons se transforment en cellules. Des gardes et des informateurs surveillent chaque carrefour. La vie privée disparaît totalement. Quand les femmes comprennent la réalité, la fuite est déjà impossible. 10 juin 2014. Tout bascule en une nuit. Les combattants de l'État islamique déferlent sur Mossoul. C'est la deuxième plus grande ville d'Irak. Elle tombe en quelques jours seulement. Sur les vidéos d'archives, on voit. L'armée irakienne s'effondre. Les soldats abandonnent leurs uniformes et s'enfuient. Le butin est colossal. Les dépôts d'armes lourdes sont pillés. Les banques sont vidées de leurs dollars. En quelques jours, Bagdadi se tient debout dans la grande mosquée de Mossoul. Il proclame le califat. Ce n'est plus un simple groupe terroriste, c'est désormais un État autoproclamé. Des millions de civils passent sous leur contrôle. Le territoire s'étend du nord de l'Irak jusqu'à l'est de la Syrie. La ville de Raqqa est désignée comme capitale du régime. L'erreur était désormais interdite pour quiconque vivait sous ce drapeau noir. L'histoire s'est accélérée brutalement. Le pouvoir a rendu l'État islamique paranoïaque. Plus il contrôlait de territoire, plus la peur de la trahison grandissait. Diriger une ville est différent de se cacher dans une grotte. L'organisation gérait désormais des bureaux, des tribunaux, des prisons et des banques. Comment protéger un tel système? Le silence absolu était la seule règle. Mais chaque personne possédant des secrets devenait un danger potentiel pour l'organisation. Cela incluait les épouses des commandants. À première vue, des familles de combattants. Mais en réalité, des cibles pour la police secrète. Ces femmes n'étaient plus considérées comme des épouses, mais comme des sources de fuite. Daesh était convaincu que les secrets d'État s'échappaient par les maisons. Une femme pouvait parler à une voisine. Un enfant pouvait répéter une phrase entendue au dîner. La vie de famille a disparu. À la place, la surveillance totale s'est installée. Pour verrouiller le système, les chefs ont renforcé l'Amnayat. C'était leur police secrète. Ces agents surveillaient tout, les appels, les déplacements, les conversations. Ils pistaient les combattants et interrogeaient les familles au moindre doute. La situation a empiré. Fin 2014, les accusations ont commencé à pleuvoir. Si un chef disparaissait ou mourait au combat, sa famille ne recevait aucune aide. Elle recevait des gardes armés à sa porte. La suspicion remplaçait la solidarité. À l'image, les rues de Mossoul et de Deir ez-Zor sous contrôle. Dans ces villes, plusieurs épouses de cadres supérieurs ont été arrêtées. Les motifs étaient secs et précis. Possession d'un téléphone portable caché. Contact avec un parent vivant hors de la zone de contrôle. Tentative de fuite avec les enfants. Dans le système de l'État islamique, l'intention valait la preuve. Il n'y avait pas de procès, pas d'avocat, pas de recours. La décision était immédiate. Les patrouilles emmenaient les suspects dans des centres de détention improvisés, souvent des caves ou des écoles réaffectées. Certaines femmes ont disparu définitivement. Les exécutions pour trahison ont commencé à cette période. Tout se passait dans l'ombre, sans cri, loin des caméras de propagande. L'erreur était interdite. L'organisation préférait éliminer ses propres familles plutôt que de risquer une faille. La terreur interne était devenue leur seul mode de gestion. Ainsi s'est achevée la confiance au sein du commandement. Aucune foule, aucune annonce officielle. Les exécutions se déroulaient à l'intérieur, loin des regards. Les corps étaient enterrés sans nom et sans laisser de traces dans les registres. Pourquoi cacher ces crimes alors que le groupe cherchait la terreur? La raison est simple, ces actes visaient les leurs. Entre la fin de l'année 2014 et le début de l'an 2015, un changement brutal survient au sein de l'État islamique. Les membres commencent à filmer des châtiments qui ne devaient jamais sortir de leur cercle privé. À l'image, un téléphone tremble, la lumière est faible. Ce ne sont pas les vidéos de propagande diffusées sur Internet pour effrayer l'Occident. Ces séquences sont destinées uniquement à une consommation interne. Les vidéos sont courtes, la qualité est médiocre. Elles sont filmées avec des téléphones basiques, dans des pièces closes ou des entrepôts désaffectés. On n'entend aucune musique héroïque,
On ne voit aucun montage professionnel. Sur la bande, on voit des murs de béton nus et un sol poussiéreux. Ce n'est pas de la communication, c'est une preuve administrative. Ces fichiers servaient de rapport visuel pour confirmer que la sentence avait bien été exécutée. Mais ce n'était que le début de la traque. Des années plus tard, le califat s'effondre. Le groupe perd ses territoires. Les services de renseignement irakiens et des journalistes d'investigation fouillent les décombres. Ils récupèrent des téléphones, des disques durs et des cartes mémoire dans des planques abandonnées. Certains de ces supports contiennent des clips inédits. Les analystes examinent les métadonnées. Les dates et les coordonnées GPS confirment la période, fin 2014. La situation a empiré rapidement. Plusieurs séquences montrent des femmes subissant des supplices ou des exécutions immédiates. L'accusation est toujours la même, espionnage ou trahison. Les bourreaux masquent les visages des victimes ou filment depuis l'arrière. Aucun nom n'est prononcé à voix haute. À ce moment-là, la paranoïa rongeait l'organisation de l'intérieur. Tout le monde était logé à la même enseigne. Chaque membre était une cible potentielle pour ses propres frères d'armes. Personne n'était à l'abri de la suspicion. Les preuves numériques ont survécu aux bourreaux. L'effacement était total. L'État islamique ne voulait pas simplement tuer ces femmes, il voulait supprimer leur existence. Pourquoi un tel acharnement? La réponse est brutale. Le groupe craignait la trahison. Les enquêteurs ont analysé les profils. Ces femmes étaient les épouses de commandants de l'organisation. Certains avaient fait défection. D'autres avaient été capturés ou étaient soupçonnés de transmettre des informations. Pour les chefs djihadistes, une femme représentait un risque permanent. Même sans preuve, elle devenait une cible. L'exécution servait à régler définitivement le problème. On ne laissait aucune trace derrière soi. Des années plus tard, les premières images ont fuité. La confusion s'est installée immédiatement. Sur Internet, les vidéos circulaient avec de fausses descriptions. Certaines images provenaient d'autres zones de guerre. D'autres étaient de simples montages ou des faux complets. Cette désinformation servait l'organisation. Elle permettait de faire passer la réalité pour une simple rumeur. Mais les spécialistes ont tranché. Plusieurs enregistrements étaient authentiques. Les experts ont comparé les lieux et les dates. Les images correspondaient aux zones contrôlées par le groupe. À l'image, on voit des décors identifiables et des marqueurs temporels précis. Ces preuves ont révélé une vérité cachée. Le groupe s'entretuait de l'intérieur. Ces purges internes ont commencé bien avant le déclin officiel de l'organisation. Le début de l'année 2015 a marqué un tournant. L'expansion s'est arrêtée. En Syrie, la bataille pour la ville de Kobané a duré des mois. En janvier 2015, le groupe a officiellement échoué. Les djihadistes ont dû reculer. C'était un choc. Pour la première fois, le monde entier assistait en direct à leur défaite. La machine de guerre ne semblait plus invincible. L'histoire a basculé à ce moment précis. 2015. Les frappes aériennes des États-Unis et de la coalition s'intensifient en Syrie et en Irak. Les hangars de stockage explosent. Les chefs de guerre meurent sous les missiles. Communiquer devient suicidaire. La confiance s'effondre totalement. Pourquoi le moral a-t-il basculé? Le doute a contaminé les rangs. La réponse est simple. La peur de la trahison. À l'intérieur de l'État islamique, l'unité se brise. Les combattants étrangers venus d'Europe et d'Afrique du Nord doutent ouvertement de leur chef. Certains cherchent des zones plus calmes. D'autres préparent leur fuite en secret. Les commandants paniquent. Ils savent qu'un déserteur est une mine d'informations sur les routes, l'argent et les caches. La réaction est brutale, immédiate. L'organisation cesse de regarder l'ennemi pour traquer les siens. La suspicion devient la règle. À l'image, des patrouilles permanentes dans les rues de Raqqa. Les réunions sont surveillées. Les conversations sont rapportées aux services de sécurité. Les familles entrent dans le collimateur des enquêteurs. Les épouses des chefs étrangers sont les premières cibles. Le danger vient d'elles. Elles parlent plusieurs langues. Elles gardent des contacts avec leurs proches à l'étranger. Elles n'ont pas oublié leur vie d'avant. Au début de l'année 2015, la purge commence à Raqqa. Plusieurs femmes de commandants étrangers sont jetées en cellule. Le motif est flou. Leurs maris sont accusés de préparer une évasion ou de perdre la foi. Certains hommes sont arrêtés, d'autres disparaissent sans laisser de traces. Les soldats arrivent souvent en pleine nuit. Ils emmènent les mères devant leurs enfants. Pas besoin de preuves. Une simple dénonciation suffit pour être emprisonné. L'organisation met en place des tribunaux internes. En réalité, ce sont des chambres d'exécution. Pas d'avocats, pas de défense possible. Les officiers de sécurité décident en quelques minutes. Mais ce n'était que le début de la paranoïa.
Une fois le verdict rendu, l'appel n'existe pas. La sanction tombe à l'instant même. Sur les documents d'archives, on ne trouve aucune trace légale. Mais les témoignages des déserteurs confirment l'horreur. Au moins 3 femmes ont été exécutées durant cette période précise. Leur crime, avoir aidé leur mari ou connu leur plan de fuite. Leurs noms n'ont jamais été inscrits dans les registres. L'histoire s'est arrêtée là. Zéro information pour les familles. L'État islamique refusait toute diffusion de récits capables de générer de la sympathie ou du doute. Les faits devaient rester cachés. Dans l'ombre des bureaux de propagande, la consigne était claire. Le silence absolu sur le sort des combattants. Pourquoi cachait-il la vérité? La réponse est simple. Il craignait la démoralisation des troupes. Les frappes aériennes se sont intensifiées sur toute la Syrie et l'Irak. Les bombes tombaient jour et nuit. Un à un, les hauts cadres de l'organisation ont été éliminés. Les cadavres s'accumulaient sous les décombres des villas réquisitionnées. Mais ces morts ont créé un problème logistique majeur pour le commandement central. Des centaines de veuves de commandants restaient sur les bras de l'organisation. Pour les chefs de Daesh, ces femmes représentaient des dossiers non classés. Elles avaient partagé le quotidien des leaders. Elles connaissaient les planques, les noms réels et les méthodes de communication interne. Ces femmes en savaient trop. Une nouvelle règle a été instaurée dans le plus grand secret. Interdiction totale pour les veuves de retourner dans leur pays d'origine. Les frontières du califat étaient désormais des murs infranchissables. Aucune sortie du territoire n'était autorisée, sous peine de mort. À l'image, un document administratif tamponné par la police religieuse. Le protocole était systématique. On informait la veuve qu'elle serait réaffectée par le mariage à un autre combattant ou à un nouveau commandant. Ce n'était pas une proposition, c'était un ordre de mission. Il n'y avait aucune place pour la négociation ou le deuil. Pour beaucoup de ces femmes, le choc a été immédiat. Elles ont compris que l'avenir n'existait plus. Leur mari était mort, mais la punition continuait sous une autre forme. Refuser un nouveau mariage était considéré comme un acte de rébellion ouverte contre l'autorité califale. Dans la doctrine de l'organisation, l'obéissance ne s'arrêtait pas au décès du conjoint. La soumission était exigée même après la perte. La tristesse n'était pas autorisée dans les rangs. Toute velléité d'indépendance était perçue comme une menace directe pour la sécurité du groupe. À la mi-2015, un cas précis a provoqué un malaise, même parmi les membres les plus radicaux. Une veuve, identifiée plus tard sous le nom d'Akuna, a tenu tête au système. Son mari, un commandant influent, venait d'être tué lors d'une offensive en Syrie. Elle a refusé catégoriquement d'épouser un autre soldat. Elle n'a pas cherché à fuir, elle est restée sur place et a dit non. L'affrontement était inévitable,